Parfois, on me demande est-ce que vous n'avez pas des regrets? Alors les regrets, j'en ai aucun. Imaginez un monde où chaque histoire trouve sa voix, où chaque talent éclaire notre époque. Raconte est un média digital natif à l'écoute de notre temps. Les interviews grand format sont le premier chapitre de l'univers Raconte. Écoutez-les en podcast, visionnez-les en vidéo et préservez-les grâce à nos publications imprimées collector. Notre passion pour l'image est infinie. Raconte, c'est le fond avec la forme. Préparez-vous à voyager au-delà des horizons connus, aux côtés de celles et ceux qui les redéfinissent. Bienvenue dans l'Odyssée Raconte. Raconte, la rencontre. C'est la base de tout mon travail depuis 45 ans, c'est de la différenciation, quoi. Toujours la différenciation. Qu'est-ce que les autres font et je vais faire autre chose. Raconte, la rencontre. Bonjour Jean Galère. Bonjour. Bienvenue sur Raconte. Mais merci de m'accueillir. Écoute, on se tutoie dans la vraie vie, donc je propose qu'on fasse l'interview en continu sur le tu. Voilà, allons-y. Allez, et puis c'est à Liège aussi, on a l'habitude de ça. Comment vas-tu? Mais je vais très bien, en fait, j'ai jamais été aussi heureux. Donc j'ai traversé évidemment une période difficile parce que faire une croix sur 42 ans de sa vie, c'est pas évident. Mais derrière, il y avait une page blanche. Et donc après avoir tourné un beau livre de 42 ans, nous avons réouvert un autre et nous sommes, mon épouse et moi, puisque nous sommes indissociables, dans ce beau livre dans lequel nous écrivons chaque jour une nouvelle page depuis un peu plus de 5 ans. Eh bien, tu me lances dessus. Quelle était la première page du livre? Où tout a commencé? Alors le premier livre, la première page, donc pour la chocolaterie Galère, là c'est une petite annonce, chocolaterie à vendre 120 000 francs, donc pour les moins jeunes, ça veut dire quelque chose, les autres ça veut rien dire du tout, donc c'est l'équivalent de 3 000 €. Donc une entreprise à vendre pour 3 000 €, c'est vraiment rien du tout, mais quand vous avez rien dans votre poche, c'est beaucoup d'argent. Et donc je suis allé voir et j'ai vu qu'un jeune avait commencé depuis 6 mois la production d'un gros bâton de chocolat artisanal. Et pour moi c'était une révélation, puisque jusque-là je pensais que le jeune que j'étais, 21 ans, qui commençait une chocolaterie, était limité à une gamme de pralines et que les bâtons et les tablettes s'étaient réservés aux grosses entreprises telles Côte d'Or et autres Jacques. Et puis là, je vois qu'avec très peu d'argent, très peu de moyens, on peut commencer une production de bâtons et de tablettes. Très enthousiaste, je suis rentré chez mes parents, ma marraine a participé, mes parents, et c'est ainsi qu'on a pu réunir cette somme. Et avec la camionnette du laitier, on a transféré le matériel où il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un frigo qui était trop humide, il y avait un batteur qui tournait trop vite, il y avait des moules qui ne convenaient plus, des recettes à changer, mais il y avait cette idée merveilleuse du gros bâton de chocolat artisanal. Et quelques jours plus tard, on commençait l'aventure et tous les bâtons étaient emballés à la main, un à un, par ma maman. Et dès le départ, ça a bien marché en chiffre d'affaires. Les premières années, 1 million, et puis 5, 10, 18, 25, donc une croissance très rapide. Ça, c'est vraiment la première page du premier livre de la chocolaterie Galère. Et c'était en quelle année cette première page? Donc 1976, juin 76. Et avant ça, tu as fait une formation, des études dans le domaine du chocolat, ou tu as un peu voyagé, ou un apprentissage? Un peu de tout, donc en 1971, je quitte l'école d'hôtellerie, j'étais un très mauvais élève, en fait je ne voyais pas ce que je faisais là, aucun sens à ma vie. Et puis c'est dès que j'ai commencé un apprentissage en boulangerie que le déclic s'est fait, j'ai aimé la boulangerie, j'ai aimé la pâtisserie, et puis un jour je suis arrivé dans un livre à une page du chocolat et j'étais fasciné. Et donc chaque jour, après ma journée d'apprentissage, je rentrais chez mes parents, je m'étais fait un petit atelier dans la cave, puisque mes parents et mes grands-parents étaient aussi boulangers-pâtissiers, et tous les jours je testais quelque chose. Et ce chocolat est une matière que j'ai tout de suite aimé, et mes parents m'ont permis d'aller
à 17 ans en Suisse, apprendre les secrets des maîtres chocolatiers. Et ça a été une chance exceptionnelle parce que très peu de jeunes ont cette chance de voir la manière d'approcher le chocolat en Belgique, en Suisse et ensuite en France, qui sont les 3 grands pays du chocolat. Et donc chaque pays, chaque chocolatier aborde le chocolat d'une manière différente. Et quand je suis allé après chez Le Nôtre, puisque j'ai eu la chance de participer à un concours pour l'élection du meilleur apprenti boulanger-pâtissier de Belgique, j'ai gagné, ce qui m'a permis d'aller chez Le Nôtre. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et donc cette vision du chocolat en Suisse, en France et en Belgique, j'ai pu après faire ma façon de voir le chocolat, tout en étant respectueux du chocolat belge, car ça c'est fondamental. Tout chocolatier belge est fier, ou doit être en tout cas fier, de pouvoir poser ce label chocolat belge. Mais après, c'est un avantage, mais aussi c'est un devoir, c'est être respectueux par rapport à ce label. Et donc tout a commencé d'une certaine manière par cet apprentissage en boulangerie, en pâtisserie, et puis ce voyage dans le chocolat qui a conduit ma vie. Et j'ai fait d'une certaine manière un écart, un entre parenthèses de 46 ans pour finalement, en 2019, revenir au pain et à la pâtisserie. Et comme tu disais, tes grands-parents étaient déjà dans le domaine de la pâtisserie, de la boulangerie et tout ça. Donc tout petit, tu étais déjà un peu dans le mood, si je puis dire. Oui, dès que tout souvenir que j'ai, c'est évidemment la boulangerie familiale, c'est de pouvoir faire ce qu'on ne peut plus faire et qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais à l'époque, là, c'était différent. C'était quand j'arrivais chez mon grand-père et que je voyais la bassine de riz, parce que pour faire une bonne tarte au riz, il faut faire le riz le jour avant. Et donc, on fait le riz. Et aujourd'hui, bien sûr, avec les mesures d'hygiène qui sont celles du XXIe siècle, le riz, dès qu'il est fait, il est couvert, il est mis au frigo jusqu'au lendemain. À l'époque, la bassine de riz, elle restait là. Et je prenais 2 doigts et je prenais ce riz. C'est un bonheur immense que tout enfant devrait connaître. Et c'est marqué dans mon enfance. Mais c'est aussi le fait d'être derrière le comptoir, puisque pour aider ma maman, eh bien, je servais aussi les clients. Et à l'époque, j'étais d'une timidité terrible. Heureusement, j'ai pu me soigner, mais affronter finalement le client et servir le client. Et ça m'a bien servi parce que très souvent, j'arrive dans un magasin, j'achète différentes choses et je prépare la somme et je vois la personne qui est en train de calculer avec sa machine et qui met 3 fois plus de temps parce que ça m'a permis de développer le calcul mental en étant là derrière le comptoir tout petit en servant les clients. Oui, donc c'est vraiment un apprentissage qui s'est fait sur le tas finalement, une première rencontre à ce moment-là, familiale. Et tout ça t'a donné des clés et des envies que tu as retrouvées un peu plus tard dans ta formation et bien sûr dans ton parcours dont on va plus longuement parler. Oui, et aussi le fait que donc, le statut, je vais dire, de boulanger-pâtissier ou de fils de boulanger-pâtissier, encore aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, était pas très valorisant. Hein. Donc quand j'avais 18 ans, 19 ans et que je sortais en boîte, dire à une fille, voilà, je suis apprenti boulanger, je peux vous assurer que c'est pas très avantageux. Hein. Alors que vous dites, je suis chocolatier, alors chocolatier, ça, vous dites, je suis vigneron, vigneron, ça fait rêver. Boulanger, ça fait pas rêver. Alors que le métier de boulanger est magnifique, il est noble, c'est un métier magnifique, mais tellement dévalorisé. Et donc, quand on est fils de médecin, fils d'avocat ou fils de boulanger, eh bien, on ne part pas, je vais dire, à part égale, mais c'est fantastique parce que justement, c'est ce qui m'a donné une énergie et une volonté qui fait que, à toute épreuve, et donc des difficultés, évidemment, j'en ai rencontré énormément, mais jamais aucune difficulté ne m'a abattu, que du contraire, ça m'a chaque fois donné plus d'énergie pour me battre, pour aller plus haut et améliorer les choses. Tu viens de parler de difficultés justement. Quand tu as repris, tu avais la vingtaine, cette fameuse chocolaterie que tu as achetée pour 120 000 francs avec les économies, on va dire familiales, les économies communes de la famille.
Tu as eu peur? Tu as eu des doutes à ce moment-là? Alors non, ça, des doutes, des peurs, j'en ai jamais eu. Et c'est une force, jusqu'à une certaine limite évidemment, parce que la peur peut parfois préserver de certains risques, mais non, ça, des doutes et des peurs, j'en ai jamais eu, et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et c'est une chance aussi, parce que quand vous commencez une entreprise à 21 ans, sans argent, si ce n'est les 3 000 € que vos parents ont mis dedans pour vous aider, qu'on n'a pas de famille, qu'est-ce qu'on peut perdre, hein? À part gagner de l'expérience ou gagner, perdre rien. Hein? Et donc ça, c'était une chance fantastique qui m'a permis de n'avoir aucune limite et vivre mon rêve. Et c'est après, évidemment, qu'on peut avoir, évidemment, certaines craintes parce que des gens vous ont fait confiance. Donc, ne fût-ce que les banquiers qui m'ont toujours suivi, à ce moment-là, quand vous avez des emprunts, bon, vous avez une autre responsabilité. Aussi, quand il y avait les 180 personnes qui travaillaient chez Galère, aujourd'hui 200 personnes chez Blanche, là, évidemment, il y a une responsabilité qui est colossale, hein, et qui est encore plus importante que le patrimoine que l'on met en jeu. Mais ça se transforme en responsabilité, mais jamais en peur ou en doute. Et tu le disais justement, tout ça s'est fait sous forme d'une croissance finalement assez organique. Le développement, les employés, les bâtiments et tout, c'est quand même un parcours entrepreneurial assez important. Donc tout ça s'est fait sur un laps de temps quand même assez long. C'est organique et c'est important pour moi, en tout cas organique, parce que du moment où ce n'est pas organique, à ce moment-là, ça veut dire deux philosophies, deux méthodes, deux conceptions. Et donc déjà, à un certain moment, je me suis trompé de partenaire, puisque une des plus grandes réussites, on va dire, de ma vie professionnelle, ça a été cette association avec Philippe Geluck pour créer les langues de chat. Et si on prend un peu de recul, pourquoi est-ce que ça a été un succès ? Bien sûr parce que c'est une bonne idée, bien sûr parce que Philippe Geluck est quelqu'un d'exceptionnel, mais aussi parce que c'était un partenariat qui était fondé sur des choses saines. Donc Philippe Geluck et moi, nous partageons les mêmes valeurs et nous étions à peu près de la même dimension. À l'époque, le chat, il est né en 1983, donc j'ai pris contact avec Philippe en... Tu le connaissais avant ou pas du tout? Pas du tout. Non, ok, donc tu as vu le chat, ça t'a plu, tu l'as appelé? J'étais un fan du chat, et donc j'ai eu l'idée de le contacter. Et donc on a beaucoup travaillé à ce produit. On a travaillé 7 ans avant qu'il ne sorte. Et donc il est sorti en 95. Donc le chat avait, je vais dire, une douzaine d'années quand il est sorti. La chocolaterie Galère en avait un peu plus, mais on était de taille identique. Alors que quand on fait un partenariat avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs ou qui n'ont pas la même taille, eh bien, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est en tout cas beaucoup plus compliqué de faire quelque chose de positif et de sain. C'est un rapport déséquilibré en quelque sorte. Oui. De par la taille, de par l'influence peut-être. Exactement. Donc, de par la taille, rien que le fait de ce que l'argent peut représenter. Hein. Donc, comme chez mes parents, il y avait rien. Hein. Donc il faut savoir qu'avant mes 15 ans, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de vacances, il n'y avait même pas de salle de bain. Donc on vivait de manière très simple, hein, merveilleux. Donc à table, il y avait toujours ce qu'il fallait, beaucoup d'amour, donc aucun regret. Mais fatalement, je sais ce que c'est un franc et un euro. Et donc quand vous associez avec des personnes qui comptent en millions, voire plus, bon, à certains moments, on ne parle pas de la même chose. Ça nous amène à quoi, ça? Ce côté finance, à outrance, etc. J'ai l'impression que tu en parles avec une petite amertume. Amertume, sûrement pas. Non, j'ai sûrement avec une réserve, ça oui. Hein, donc, c'est le passé, et le passé, c'est le passé.
Ici, ça fait partie du passé, voilà, avant chez Blanche. Et aujourd'hui, chez Blanche, c'est une entreprise justement magnifique parce que c'est une entreprise saine avec des associés qui partagent les mêmes valeurs, des associés pour lesquels l'argent a la même valeur. Et nous avons pu partir, mon épouse et moi, d'une page blanche. Hein. Et ça, quand vous avez une entreprise d'une certaine taille et que vous voulez lui donner une autre orientation, ou bien que pire, que vous avez un associé qui veut donner une autre orientation que celle que vous voulez ou bien qui est depuis des années, eh bien, c'est énorme. L'énergie que ça peut demander, l'investissement, alors que quand vous avez ce passé que nous avions, mon épouse et moi, de 40 ans dans le chocolat, et pouvoir recommencer une entreprise avec une page blanche, nous avions envie de faire de la qualité, nous l'avons fait, nous voulions des produits très peu sucrés, nous voulions du bio, et tout ça, nous l'avons voulu, nous l'avons fait. Un des principes de base, nous voulions que chez Blanche, chaque personne soit importante, chaque personne soit respectée, chaque personne soit écoutée. Eh bien, on a pu commencer dès le départ et 5 ans plus tard, on y est toujours. C'est évidemment ambitieux et c'est un défi de tous les jours, mais nous y arrivons. Tu parlais justement de ta collaboration avec Philippe Gueduc. En tant qu'entrepreneur, tu trouves que c'est important, et aussi entrepreneur, je veux dire créatif, c'est pas simplement entrepreneur, parce que vous êtes 2 créatifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu trouves que c'est important, ce genre de rencontre qui permet de créer des nouveaux produits finalement, une nouvelle offre, des choses qu'on n'attend pas, parce qu'entre un dessinateur de presse à connotation humoristique et politique et un chocolatier, la rencontre n'est pas forcément évidente. Ben là, si on regarde autour de nous, nous voyons plein de produits en fait. Hein. Donc on n'a rien inventé. Des collaborations entre, voilà, j'ai failli dire des noms, mais non, entre des dessinateurs et des chocolatiers, mais il y en a eu plein. Mais voilà, 9 fois sur 10, c'est du rafistolage, quoi. On prend un chocolat et on plaque un emballage dessus. Bon, ça c'est... Enfin, non, ici, c'est vraiment 2 créatifs, 2 amoureux qui se mettent ensemble et qui se disent qu'est-ce qu'on va faire qui n'existe pas. Et c'est ça qui est génial, et je pense que c'est ça qui a fait le succès, puisque ce sont des millions de langues de chat que nous avons vendues. Et donc, si c'est oui, si c'est juste une idée, on plaque un truc, ben c'est du marketing, et ça, c'est juste pas possible. Tu étais aussi très attentif parce que je pense qu'en Belgique, en tout cas, tout le monde a connu les chocolats Galère, notamment aussi par cette utilisation assez intelligente d'un code couleur. Tu vendais des petites tablettes clairement identifiables et chaque arôme avait une couleur bien spécifique. C'était une sorte de nuancier Pantone que tu retrouvais dans les magasins. C'était très identifiable. C'est un truc que tu as développé toi ou tu étais entouré de conseils pour ça ? Alors ça, c'est 100% mon épouse, c'est elle qui a eu cette idée géniale, parce que tu parles de Pantone, oui, mais moi ça me fait penser à la boîte de crayons de couleur. Aussi. Et tout enfant, ça le fait rêver, une boîte de crayons de couleur, toutes ces couleurs comme ça. Et c'est ça qui faisait le génie de cet emballage. D'ailleurs, ces emballages sont dans un musée du design à Copenhague. Donc c'est quand même, je ne sais pas combien il y a d'emballages en général ou de chocolat qui sont dans les musées du design, mais ceux-là, ils y sont. Donc c'était absolument génial. Donc, et chacun y voyait justement sa boîte de crayons de couleur, sa gamme de Pantone, mais en effet, et beaucoup de personnes me disaient, moi je prends le mauve. Ils ne disaient pas, j'achète les cafés liégeois. Je prends le mauve. Oui. Je prends le mauve, quoi. Hein. Donc c'était fantastique. Tu en avais combien comme ça ? Oh ben on en a sorti beaucoup, mais on en avait en moyenne 25 sortes différentes. Oui. Et alors ce qui est marrant, c'est que tous nos concurrents, parce qu'il y en a plein qui ont fait la même chose, enfin ils essayaient de faire la même chose, et donc tous ont commis la même erreur. Ils prenaient les 6 meilleures ventes, parce qu'évidemment tous ne se vendent pas de la même manière. Ils prenaient les 6 meilleures ventes, ils allaient chez nos clients et ils disaient c'est la même chose que Galère, c'est moins cher. Il n'y en a pas un seul
il serait dit, tiens, peut-être que l'effet de gamme, ça joue. 2, je vais faire meilleur. Non, tous. C'est la même chose que Galère et c'est moins cher. Et résultat, après maintenant 45 ans, il n'y en a plus un seul qui existe. Quoi. Là, tu envoies un message d'espoir à tous les graphic designers, je crois. Je pense que si j'envoie un message, c'est surtout... c'est la base de tout mon travail depuis 45 ans, c'est de la différenciation, quoi. Toujours la différenciation. Qu'est-ce que les autres font et je vais faire autre chose pour... Donc, non pas pour le plaisir de faire autre chose, encore que si, rien que ça, j'ai fait autre chose que les autres, mais aussi parce que on se met hors jeu, hors marché. Donc, je ne sais pas si tu connais le livre L'Océan bleu. En 2 mots, c'est quoi? L'océan, il y a tellement de concurrence que c'est plein de requins et l'océan, il devient rouge. Et puis, celui qui s'est trouvé en dehors du marché, eh bien, il a devant lui un océan bleu. Et avec Chez Blanche, donc le chocolat, ça existe depuis 3000 ans, mais sur Sapré, en 2020, nous avons sorti un bâton de chocolat belge, bio, fourré, très peu sucré, de grande qualité. Il n'y en a pas un deuxième. Donc il y a encore moyen aujourd'hui d'innover. Justement, en parlant d'innovation, toi qui es dans le chocolat depuis plus de 40 ans maintenant, comment tu vois une évolution du marché? On va vers du mieux, on va vers du moins bien, parce que tu as connu, on va dire, au tout début, le chocolat très artisanal, mais on a entre-temps eu l'industrialisation à outrance, donc il y a eu plein de choses, de dérives, etc. Quel est ton regard sur l'évolution du produit en tant que tel? Alors très clairement, on va vers un mieux. Ça, c'est clair et net. Alors, il y a des choses qui ne vont pas bien, c'est sûr, mais un exemple concret, dans les années 80, je m'étais battu, et je veux dire la Belgique, les chocolatiers belges en général se battaient contre la possibilité de mettre une matière grasse végétale autre que le beurre de cacao dans le chocolat, puisqu'à l'époque, l'Europe, si je me souviens, c'était l'Europe des 15, et donc il y avait 8 pays dans l'Europe où les chocolatiers pouvaient mettre de la matière grasse végétale et 7 pays dans lesquels on ne pouvait pas. Il fallait harmoniser, on harmonisait vers le bas ou vers le haut. Bon. Malheureusement, on a harmonisé vers le bas. Et quand on regarde les 7 pays dans lesquels on ne pouvait pas, c'est les 7 pays de l'époque de l'Europe où il y a de la gastronomie. La France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, et la Grèce et sûrement pas les autres pays. Mais on peut être très fiers puisque nous, chocolatiers belges et les politiciens belges se sont battus et on a été les derniers mohicans. Bon. Mais quand j'ai vu que la cause était perdue, j'étais pas du tout effrayé. Pourquoi? Parce que le consommateur belge a l'habitude de manger de la qualité, parce que depuis plus de 100 ans, ils mangent le chocolat de chez Callebaut, ils mangent le chocolat de chez Côte d'Or, qui sont d'une excellente qualité. Et donc, il ne faut pas leur en raconter. Et donc, aujourd'hui, 20 ans ou 30 ans après que ces règlements soient passés, il n'y a toujours pas de matière grasse végétale dans le chocolat en Belgique. Pour 2 raisons. D'abord, le consommateur ne le refuserait. Et la deuxième raison, c'est que je pense que l'image de ces entreprises, ils tiennent à leur image et tout de suite, elle serait abîmée. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le chocolat, quand je suis rentré dans le monde du chocolat, on parlait de chocolat blanc, lait et noir. C'est tout. Aujourd'hui, mais c'est inimaginable ça. On parle de l'amertume, on parle des origines, on parle du pourcentage, on parle de la qualité de ce chocolat. Par exemple, chez Blanche, on fait un chocolat blanc exceptionnel. Donc, beaucoup de gens n'aiment pas le chocolat blanc parce qu'ils estiment que c'est trop sucré, à juste titre. Un chocolat blanc, c'est entre 40 et 50% de sucre. Nous avons sorti un chocolat à 27% de sucre. Le chocolat blanc le moins sucré au monde. Et donc, on peut aller toujours plus loin. Et donc, aujourd'hui, bien sûr, il y a des chocolats de faible qualité aujourd'hui sur le marché avec un prix abordable pour que tout le monde puisse manger du chocolat. Mais globalement, le niveau s'est amélioré. Notamment parce qu'il y a de la concurrence.
parce que ici, si on prend les chiffres qui sont assez incroyables, combien y a-t-il de boulangeries-pâtisseries en Belgique? Environ 4400. Il en disparaît tout le temps. Combien est-ce qu'il y a de chocolatiers en Belgique? Donc des magasins de chocolat en Belgique? Plus de 2000. Donc 2000 magasins de chocolat pour 4400 boulangeries, c'est complètement débile. Mais le côté positif de la chose, c'est qu'il y a une concurrence mais inimaginable en chocolaterie qui fait que si vous voulez exister, vous devez tirer vers le haut. C'est pas un qui va se dire ben, je vais faire moins cher que Leonidas et donc ça va marcher. Non, celui qui penserait ça directement, il peut arrêter. Donc c'est tirer vers le haut et donc le niveau du chocolat au niveau mondial, parce que tout à l'heure je disais que les 3 grands pays du chocolat, France, Belgique et Suisse, mais il y en a d'autres qui montrent le bout du nez. Au niveau mondial, le niveau augmente. Raconte, où chaque format donne vie à une histoire. Tu viens justement de parler des 3 pays, la France, la Belgique et la Suisse. Tu as étudié dans les 3 pays. C'est quoi tes meilleurs souvenirs dans chacun? Ou s'il y en a un qui se démarque plus que les autres? D'abord, la Suisse, se retrouver à 17 ans en Suisse, je me revois encore en train de prendre ma grosse valise, prendre le train pour aller jusqu'à Bâle. Donc c'est une expérience inimaginable. J'ai dit donc chez mes parents, on vivait de manière très simple. Et donc c'est peut-être la première fois que je sortais de ma province de Liège pour me retrouver en Suisse alémanique, avec des habitudes tout à fait différentes. Donc j'ai découvert, ça a été fantastique, ça a été une explosion. Donc ça c'est un souvenir fantastique. Me retrouver chez Le Nôtre à Paris, mais c'est inimaginable. Et donc ces deux entreprises avaient au moins un point commun, c'est la recherche de la perfection. Hein. Donc ça c'est le point commun. Mais la perfection, elle est où et comment l'atteint-on? Puisque avant que je ne quitte, je vais dire, le giron familial, la vérité, c'était quoi? C'était ce que mon père faisait. Mais après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une vérité. Il y en a 2, il y en a 4, il y en a 10, il y en a 1000 de vérités. Et puis alors après, il faut chacun trouver sa vérité, mais en tout cas, donc ces expériences ont été fantastiques. Et puis on voit l'évolution. Tu me demandais l'évolution. Il y a 50 ans en France, les chocolatiers et le public et la presse, en parlant du chocolat blanc, mais ils rigolaient. Bon, le chocolat blanc, bon, ça c'est pour les Belges, c'est pas du chocolat. Bon. Et aujourd'hui, tous les chocolatiers, tous les pâtissiers français utilisent le chocolat blanc. Hein. Donc c'est une évolution intéressante. Et en Belgique, j'ai appris évidemment beaucoup de choses sur le chocolat. Donc si on résume en quelques mots, en Suisse on est sur la douceur, on est sur le chocolat au lait, on est sur l'amande. En France on est sur la pureté, le chocolat noir à l'extrême avec les ganaches. Et en Belgique, on est à l'image du peuple, c'est la diversité. Plein de chocolat, il y a de tout. Il y a du chocolat blanc, du lait, du noir, il y a des pralinés, il y a des ganaches. Tout ça est gourmand, hein, c'est la gourmandise. Pour en revenir plutôt au côté entrepreneur maintenant, tu as cité aussi quelques maisons très connues, antérieures à la tienne. On n'a jamais essayé de te débaucher? Non, sûrement pas. Hein. Je dirais même à l'inverse, c'est que quand le livre de la chocolaterie Galère, je sentais qu'il allait se refermer, avant de penser à Chez Blanche, j'ai pensé peut-être devenir consultant et mettre mon savoir au service d'un chocolatier. Et là, je n'ai pas trouvé d'écoute, que du contraire. Donc, j'étais assez étonné de ça, puisque d'une certaine manière, je voyais certains chocolatiers qui avaient un très bel outil, mais dont l'approche pouvait être améliorée, on pouvait faire des choses, mais pas du tout. Hein. Donc, je pense qu'il y a une fierté, bien placée, pas bien placée, qui font que non, pas du tout d'intérêt, d'où le fait que en novembre 2020, avec de tout petits moyens, nous avons recommencé dans le chocolat
avant de grandir. Et justement, on saute du coq à l'âne. La création de Blanche, tu l'as fait suite finalement au départ un peu, on peut dire, je pense, un peu contraint de la maison Galère, la maison que tu as fondée. Si c'est pas indiscret, comment ça s'est passé? Ça doit être assez difficile. La séparation ou la création? L'un amène l'autre, j'ai envie de dire, parce que cette séparation a fait une création par la suite. Mais si on reprend dans l'ordre, on peut parler d'abord de la séparation. Oui, la séparation, parfois on me demande est-ce que vous n'avez pas des regrets? Alors les regrets, j'en ai aucun, tout simplement parce qu'à l'époque, nous avions tout. Avec mon beau-fils, on était parfaitement complémentaires et on aurait pu développer cette magnifique entreprise de manière colossale. On avait tous les atouts, mais on a tout fait pour essayer de la racheter. Donc à l'autre actionnaire, il n'a pas voulu. Quand vous avez tout fait pour et que ça ne peut pas se faire, comment pourrait-on avoir de regrets? Donc ça, c'est une bonne raison pour ne pas avoir de regrets. Et la deuxième raison, c'est que dans cette nouvelle entreprise, j'ai jamais été aussi heureux. Donc c'est encore une autre bonne raison pour ne pas avoir de regrets. Et donc comment est-ce que ça s'est fait? C'est que du moment où ce beau livre se referme et que la possibilité d'être consultant pour d'autres chocolatiers n'intéresse personne et qu'on a envie de faire des choses, on a des idées, mon épouse et moi, et puis à ce moment-là, on prend une page blanche, on écrit les valeurs que l'on veut défendre, on veut la mission, la vision et où on veut aller, on écrit le concept et on démarre, et tout ça très rapidement. Et ça a été assez vite, je crois. Tu as commencé avec combien de magasins physiques avec Blanche? Donc chez Blanche est né le 2 janvier 2019 avec l'ouverture du premier magasin à Chesnay. Le 5 janvier ouvrait le deuxième Herstal, ce qui est complètement fou avec le recul, d'autant plus qu'on voulait commencer doucement parce qu'inévitablement au début il y a des petits problèmes de jeunesse. Seulement on a eu directement la première page de la Meuse, donc question de démarrage d'où c'était raté, donc ça a été la folie. Je ne sais pas comment on est arrivé à suivre. Le personnel d'ailleurs a été exceptionnel. On a fait des heures, vraiment beaucoup, pour arriver à suivre ce succès directement. Et puis quelques mois plus tard, puisque en juillet on ouvrait le 3e magasin, en septembre le 4e. Donc ouvrir 4 boulangeries en un an, c'était un défi colossal. Mais ça s'est fait naturellement, encore une fois, organique. Oui. Tu cherchais, en fait, des commerces à remettre par les emplacements, où tu avais des vues, il y avait un plan stratégique? Alors, Herstal, nous avons repris une boulangerie existante pour le matériel, à Crisnay aussi. Le 4e, donc, c'était pour les ateliers, pour assurer cette croissance qui était rapide. Les 2 autres, là, on est parti vraiment de rien. Et c'est la stratégie après, parce que finalement, quand on reprend une boulangerie, eh bien, on ne fait pas la même chose que l'autre. Et donc, la clientèle qui vient là-bas, parfois depuis 30 ans, peut-être même plus, parce qu'il y a des boulangeries, c'est la 2e génération, voire la 7e génération, et vous arrivez avec d'autres choses, et les gens sont déçus. Et donc, les 2 boulangeries qu'on a repris, eh bien, on a perdu tous les clients et on a dû se refaire une clientèle. Donc, finalement, il vaut mieux partir d'un plancher et créer nos propres boulangeries. Et comme ça, directement, on attire la clientèle qui vient pour cette qualité et pour ce produit. Le média Game Changer, multiples thématiques. C'est une page blanche ou ça vient d'ailleurs? Pourquoi chez Blanche? D'abord parce qu'on ne pouvait plus, mon épouse et moi, nous se servir de notre nom. Donc, et on voulait un nom qui voulait dire quelque chose. Ça veut dire que beaucoup de personnes pensent que Blanche, c'est quelqu'un de ma famille, c'est peut-être ma maman, ma grand-mère, ma fille. Donc on voulait que ça puisse symboliser une personne. Et puis aussi, bien sûr, la page blanche. Blanc aussi comme la farine, comme les mains de mon grand-père, puisque mon grand-père était boulanger, et je vois encore ses mains dans la farine. Et puis aussi blanche comme la trace qu'on voudrait laisser sur la planète.
hein. Et donc, d'où là nos valeurs. Chez Blanche, j'ai 5 valeurs. La première, c'est la tradition. Hein. Et tout le pain, il n'y a rien de plus traditionnel que le pain. Ça fait plus de 10 000 ans que l'être humain mange du pain. C'est la simplicité, que ce soit au niveau des produits, que ce soit au niveau de nos magasins. Nous voulons des choses simples. La troisième valeur, c'est le service. Et ça, c'est fondamental parce que le pain, c'est un lien fort. Et donc, quand on va chez son boulanger, c'est pas un acte neutre. Et donc, on doit être bien accueilli. Le service est fondamental. La quatrième valeur, c'est le respect de l'être humain. Fondamental, et ça guide tout. Et de là, sans doute, c'est lié, c'est qu'il y a une très grande fidélité du personnel. Donc, parmi les personnes qui étaient là le premier jour, il y en a encore beaucoup. Alors, maintenant, évidemment, il y en a beaucoup plus et on ne pouvait pas être autant quand on a commencé. Mais les gens restent chez nous et il y en a aussi qui nous ont suivis de chez Galère. Et parmi elles, il y a la première personne que nous avons engagée chez Galère, donc il y a maintenant plus de 40 ans. Hein. Et donc cette personne a terminé sa carrière et quand elle était pensionnée, elle travaille maintenant seulement 1 ou 2 jours par semaine, mais elle travaille chez nous. Mais vous pouvez imaginer ce que ça représente pour moi. Donc il y a, en 1977, elle et moi, nous faisions les bâtons à la main, les mains dans le chocolat ensemble. Et puis on se retrouve ici en 2024. Enfin, moi, chaque fois que je la vois, j'ai envie de l'embrasser, quoi. C'est un lien exceptionnel, pouvoir se respecter et travailler ensemble autant de temps, c'est très fort. Et puis la cinquième valeur, c'est le respect de la planète. Et de là, le désir de travailler le bio, le respect des saisons. Hein. Chez Blanche, il y a des fraises quand on a des fraises bio de Belgique. Hein. Et pour tous les fruits comme ça, il n'y a pas de bûche avec des framboises, parce qu'il n'y a pas de framboises au mois de décembre. Et aussi donc le bio, le respect des saisons et les circuits courts. Donc les farines, on travaille des farines d'exception. Il y en a une partie qui vient de France, mais le plus possible de Belgique. Et ça, c'est un changement fondamental dont on n'est pas conscient, mais jusqu'il y a environ 20 ans, il n'y avait pratiquement plus de meunerie en Belgique. Hein, c'était fini, le bio n'existait pas. Et il y a une prise de conscience par des jeunes agriculteurs qui ont commencé à faire du bio. Il n'y avait même plus un moulin pour moudre leurs grains, donc ils allaient le moudre en France. Mais heureusement, grâce à leur volonté, grâce aussi qu'ils ont trouvé des clients en Belgique, grâce à la région qui leur a permis de grandir, aujourd'hui, il y a de plus en plus de moulins, de meuniers en Belgique et on peut acheter des farines bio de qualité. Tu rencontres souvent ces producteurs? Tu vas les voir sur site? Alors oui, je les rencontre très souvent et d'ailleurs non seulement oui, je les vois chez Blanche, mais aussi je suis allé chez eux voir leurs grains, voir leurs moulins et même jusqu'en France, pendant des jours pour comprendre ce que c'est du blé. Il y a eu un changement fondamental sur ces 50 dernières années qui malheureusement là n'est pas allé dans le bon sens, mais heureusement il y a un mouvement paysan pour revenir à des blés anciens qui sont beaucoup plus difficiles à panifier, qui sont beaucoup plus chers, mais qui donnent une qualité gustative et nutritive qui est hors du commun. Et donc du moment où on prend ces blés d'exception, qu'on fait des pains au levain en prenant le temps, hein, parce qu'un pain, très souvent dans 90% des boulangeries, ça prend environ 5 heures entre le moment où la farine sort du silo et le moment où le pain sort du four, c'est 4-5 heures. Chez Blanche, c'est au moins 24 heures. Et pendant ce temps-là, d'abord, il n'y a pas de silo, parce que pour les farines bio, il n'y a pas de silo, donc c'est des sacs de farine qu'on prend, on va faire la pâte au levain, et pendant toutes ces heures, ce levain va non seulement donner un goût fantastique au pain, mais en plus, il va prédigérer le gluten. Donc un pain au levain est beaucoup plus digeste qu'un autre pain. Raconte la forme avec le fond.
Avec Blanche, tu as aussi également grandi en termes de, on en parlait justement du nombre de points de vente, etc. Ça a été une volonté ou c'est un accident? Alors, c'est sûrement pas un accident, ça c'est vraiment dans mes gènes, mais je vais dire pour arriver à notre objectif, c'était indispensable. Et donc, qui dit grandir, dit évidemment engager des personnes, ce qui n'est pas facile, c'est un métier difficile, et donc trouver les bonnes personnes n'est pas toujours facile. Et donc la solution que nous avons trouvée, c'est de faire en sorte que chez Blanche soit un centre de formation qui est unique. Hein. Il est unique en quoi? C'est que le jeune qui vient chez nous, qui reste 3 ans pour sa formation, au bout de ces 3 ans, s'il le veut, il sait faire du pain au levain comme on le faisait il y a 3000 ans, il y a 10 000 ans. Il sait faire de la pâtisserie dans la plus pure tradition au beurre. Et il sait faire du chocolat en partant de la fève. Chez Blanche, nous faisons notre chocolat en partant de la fève de cacao. Et donc, il sait travailler le chocolat de la fève jusqu'au produit. Et ça, c'est unique en Belgique. Donc, nous avons, grâce à ce centre de formation, pu former des dizaines et des dizaines de jeunes qui en général restent, la plupart de chez nous restent. Il y en a même quelques-uns qui sont partis puis qui sont revenus après quelques mois. C'est fondamental parce que ces jeunes, on les voit grandir. Donc tu as parlé de grandir, mais ça c'est fondamental. Donc parmi les objectifs de mon épouse et de moi dès le départ, c'est d'avoir un personnel où chaque personne est importante et on lui dit chaque personne est respectée, mais de pouvoir faire grandir les personnes. Parce que aller travailler, bien sûr, tout le monde doit travailler, tout le monde doit gagner sa vie, mais si en plus vous pouvez grandir, alors votre vie est tout à fait différente. Et dernièrement, quelqu'un m'a demandé, mais vous n'allez pas grandir, vous allez arrêter? Mais je dis non, on va encore ouvrir des magasins, mais vous préféreriez pas rester à taille humaine? Et je lui dis, mais c'est quoi une taille humaine? Chez Blanche, il y a 200 personnes. Je connais le prénom de chaque personne. Et très souvent, même le prénom du conjoint ou de la conjointe. C'est pas ça, être humain. Donc, il y a des entreprises où il y a 5 personnes qui ne sont pas humaines. Et aujourd'hui, notre défi, c'est de grandir et de rester une entreprise humaine où chaque personne compte. Il y a un côté mentorat, en fait. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et dès que j'ai commencé à travailler, parce que quand j'étais à l'école d'hôtellerie, donc directement je travaillais le week-end, et je me souviens encore comme hier, les personnes, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais le maître d'hôtel ou bien le chef de cuisine qui me prenait sous son aile et qui m'apprenait des choses. C'est fantastique, je me souviens de ces personnes. Je ne me souviens pas des professeurs qui déroulaient leurs cours et que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là sur un banc? Pas tout le monde, hein. Il y avait des professeurs fantastiques dont je me souviens encore aujourd'hui. Hein. Mais ces mentors, comme tu dis, donc que ce soit en cuisine, que ce soit en salle, que ce soit après en pâtisserie ou en chocolaterie, c'est eux qui m'ont fait grandir. Et aujourd'hui, ce n'est que justice de faire la même chose, de faire grandir les autres. Raconte, le média intimiste, mais pas indiscret. Après le pain, le vin, une autre étape encore, une autre page. Oui, elle n'est pas blanche, elle est plutôt rouge ou blanche. Ouais. Oui, le vin, c'était un vieux rêve pour mon épouse et pour moi d'avoir un jour un vignoble, mais comme tant de Belges, on voyait ce vignoble en France. Et puis le temps passe. Tu voulais aller t'expatrier là-bas en fait? Non, expatrier non, mais plutôt prendre la voiture ou l'avion tous les week-ends, y aller. Et donc ça, c'était pensable dans les années 70-80. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Hein. En tout cas, ma conception. Hein. Prendre l'avion ou la voiture pied au plancher tous les week-ends, c'est inimaginable. Et donc, vu cela, mais aussi vu le réchauffement climatique, hein, nous avons fait analyser un peu de terre que nous avions à l'époque
Et on s'est rendu compte qu'on avait un terroir fantastique. Et donc, nous avons planté des vignes. J'étais déjà amoureux du vin, puisque à l'époque, j'avais suivi des cours d'énologie pendant 20 ans. Donc, le vin, je pense que je le connaissais. Maintenant, ce n'est pas parce que vous connaissez le vin que vous savez faire du vin. Donc là, lire des dizaines et des dizaines de livres, aller chez les vignerons, les écouter, comprendre, travailler les week-ends pendant 3 ans, et puis m'entourer de spécialistes. Hein. Donc, ici vient le plus grand spécialiste au monde des sols. On l'appelle partout dans le monde. Des énologues. J'ai rencontré comme ça des gens fabuleux, et notamment les 4 plus grands énologues au monde. On les appelle les flying winemakers. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus souvent dans des avions que dans leur lit. Hein. Et donc, il y en a un très médiatisé, donc je n'avais pas envie de le rencontrer. 2, bon, leur tête ne me disait rien, donc non. Et puis le 4e, le gars à qui vous avez envie de partir en vacances. Et donc, c'est évidemment lui que j'ai contacté. On s'est rencontrés à Paris. Il m'a dit, je viens te voir. Il a tenu parole. Et donc, c'est donc Stéphane de Renoncourt, un type fantastique, qui m'a fait grandir et gagner beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à la qualité que je voulais. Et donc, le vin, comme le pain, comme le chocolat, c'est à l'infini. Vous pouvez tout le temps vous améliorer, vous pouvez tout le temps plus connaître, puisque tout commence dans la terre, et puis ça grandit. Vous êtes soumis aux aléas de la nature, hein, vous êtes dépendant de la nature, et puis quand vous avez ce fruit que la nature vous offre, eh bien à vous de le transformer. Et donc à ce moment-là, de manière, si possible, humble, il faut en faire le meilleur, puisque le fruit vous est offert, et puis à vous de le transformer. Mais je crois savoir que tu as aussi une façon de travailler presque comme un alchimiste, un peu, parce que tu fais parfois des toutes petites cuvées de 2 ou 3 bouteilles pour faire une expérience, un test ou quelque chose comme ça. Oui, une des particularités de Septentrionès, c'est que nous avons aujourd'hui 38 cépages. Et donc, je ne sais pas combien il y a de vignobles dans le monde qui ont 38 cépages, mais je pense que c'est assez peu fréquent, hein, puisque les vignobles très connus, comme la Champagne, la Bourgogne, le Bordelais, etc., c'est environ 3 cépages, parfois 4 ou 5. Hein. Donc ici, c'est complètement hérétique. Et donc, l'idée au départ n'était pas de vouloir diversifier autant, mais l'idée c'est de se dire je ne veux pas passer à côté d'un cépage, après de se dire un regret, justement, jamais de regret, un regret de se dire ça c'est dommage de ne pas l'avoir testé. Donc après avoir planté 600 pieds la première année en 2009, nous avons planté 15 pieds de différentes sortes. Et heureusement qu'on a fait ça, parce que par exemple le muscat qu'on retrouve en Alsace, qui est presque une évidence, eh bien ici, on n'a pas beaucoup de résultats avec. Alors que la Syrah, hein, quand j'ai planté de la Syrah, je me suis fait traiter de fou, hein, mais vraiment de fou, alors que la Syrah, elle se plaît bien ici en Belgique, et on a des résultats fabuleux, et beaucoup de vignerons en sont venus regarder, goûter, et ont depuis lors planté de la Syrah. Donc maintenant, il y a pas mal de Syrah en Belgique. Et fort de ça, je me suis dit, mais est-ce que je m'arrête là? Non. On va un petit peu plus loin, au sud, et avec le Côte, qu'on appelle aussi le Malbec, dans le sud-ouest, merveilleux. Et d'ailleurs, c'est un des premiers cépages qui débourre, donc on n'a vraiment pas de problème de maturité avec le Côte. Et puis après, fort de cela, je me suis dit, j'adore le Sangiovese, on va essayer, on plante quelques pieds. Donc là, je n'ai pas encore le résultat parce que c'est trop frais, mais donc on en arrive à avoir beaucoup de cépages. Et au départ, je ne voulais pas faire d'effervescent parce que je ne maîtrisais pas. Et puis, le hasard de la vie a fait que notre énologue qui travaille pour Septentrionès est champenois d'origine, donc il maîtrise la fermentation. Et donc, bien sûr, on a fait des bulles. La première année, seulement 26 bouteilles, puis 70, 200, et puis 600 bouteilles. Mais je ne voulais pas faire une copie du champagne. Hein. Et donc, nous avons dans nos bulles 30 cépages différents. Donc, vous avez une palette aromatique, mais c'est incroyable. C'est un peu un leitmotiv de ta carrière, finalement. Tu es un peu un explorateur gustatif, en quelque sorte, si on devait te résumer. Oui. De chocolat, de pain, maintenant de vin.
un des reproches que mon personnel me fait, c'est que souvent les choses changent et je les comprends. Hein. Donc parfois je déstabilise un petit peu parce que je vais aller trop vite. Donc dans le vin, en effet, on a fait des cuvées de 5, de 10 litres, de 15 litres pour faire des essais. Et donc quand vous sortez un vin et que vous avez 7 bouteilles, mais c'est tellement fabuleux. Et il y a des personnes qui me demandent, mais celles-là, vous ne les vendez pas? Si. Ou alors je les vends, ou bien je les partage, mais en tout cas je ne vais pas les boire tout seul. Hein. Donc on va en ouvrir une comme ça avec des amis, ou des personnes qui viennent visiter le vignoble et que je sens qu'ils vont apprécier, ou bien on les vend, peu importe. Mais ce n'est pas un musée. Hein. Un vignoble, ce n'est pas un musée, c'est un endroit de partage. Et donc ça, c'est important. Et pour le pain, c'est pareil. Donc ici, on a une quinzaine de sortes de pain. Et chez Blanche, chaque mois, il y a le pain du mois. Et c'est vrai qu'il y a cette envie de diversité et toujours d'aller plus loin et de découverte. Et alors pour le chocolat... oui aussi, donc on a commencé avec 6 bâtons, et puis 7, 8, 9, et on a grandi la gamme, pas pour le plaisir d'agrandir, mais chaque fois, on se dit, mais waouh, l'avant-dernier, le caramel au beurre salé, mais c'est un grand classique, mais caramel au beurre salé, enrobé de chocolat au lait, quand vous faites ça avec passion et la compétence qu'ont nos chocolatiers, mais on donne quelque chose de fantastique. Et donc, évidemment, que quand on a cette idée, puisque c'est ça qui est génial aussi chez Blanche, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui ai les idées, c'est mes collaborateurs. Et donc, ils ont les idées, ils développent les produits. Et donc, je ne vais pas évidemment brider des gens de 25-30 ans qui ont des idées et qui ont envie d'avancer. C'est un peu comme des nés en parfumerie, si on veut faire un parallèle, les gens avec qui tu travailles pour les nouveaux concepts, les nouveaux goûts, les nouveaux pains. En tout cas, il y a en effet des personnes qui ont un palais exceptionnel. Hein, et donc, c'est un peu les censeurs de chez Blanche. Donc moi, j'aime le produit, donc je ne le développe pas, mais je vis ça avec la personne, le boulanger, le chocolatier, le pâtissier qui développe le produit, et j'en tombe amoureux. Hein, mais parfois, l'amour rend aveugle. Et donc c'est important d'avoir ces personnes dans les bureaux parfois, dans les ateliers parfois, qui... Et après on prend un peu de recul et on se dit, ouais, c'est vrai, là le bébé je l'aime un petit peu trop, il faut encore y travailler. Quoi. Et comment tu trouves ces personnes? Elles viennent à toi ou tu les cherches? Comment on devient ce genre de profil? Alors, il y a plein de personnes merveilleuses chez Blanche et il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit des lettres magnifiques pour dire, voilà, je veux travailler chez Blanche, j'ai vu votre philosophie, je ne veux plus travailler dans une entreprise où l'être humain ne compte pas. Hein. Et ce qui est fantastique, c'est que même s'il y a 200 personnes, nous sommes une PME. Et donc, nous ne pouvons pas offrir des salaires comme une multinationale offre à Bruxelles. Et il y a des personnes qui savent pertinemment bien qu'en venant chez Blanche, ils vont gagner moins, mais ils le font. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que le danger, là, c'est que la personne, après 6 mois, se dise « Ouais, c'est vrai, je suis dans une entreprise familiale, oui, on respecte les gens, mais enfin, je gagne moins, donc je suis frustré. » Et ça n'arrive pas. Et ça, c'est fondamental, parce que ça, c'est une catastrophe, évidemment. Et ces personnes sont heureuses, je les vois tous les jours, et je pense que tous les jours, je pense justement à leur parcours, qui fait qu'un jour, ils ont pris cette décision de dire « je ne veux plus faire les 100 km pour la Bruxelles, je ne veux plus travailler pour une entreprise qui n'est pas à taille humaine, où on n'est pas respecté, et qui sont dans cette atmosphère où on est respecté, où on grandit et on donne un sens dans sa vie. » Pour continuer dans cette interview, au-delà de l'aspect purement travail, comment tu es sur le côté? Tu as des hobbies, des passions, des choses que tu fais, des choses qui te nourrissent autrement? Évidemment, le
le pain, le chocolat, ça nourrit déjà la bien. pâtisserie et le vin, ça remplit déjà pas mal. Hein. Mais heureusement, moi, c'est 7 jours sur 7. Hein. Au début, je disais à mon épouse que j'allais me calmer. Maintenant, elle a compris, après 44 ans, que je ne me calmerai pas. Mais néanmoins, il reste tous les jours du temps pour le piano. Hein. Une journée sans piano, c'est pas possible. Tu joues, en fait? Et, oui, je joue du piano. Et puis, pas bien, mais voilà, j'aime le contact avec le piano. Et pendant ces 20 minutes que je joue du piano tous les jours, je déconnecte complètement. Et puis la lecture aussi, c'est tellement passionnant, la lecture. Donc voilà, la lecture et le piano. Tu joues quoi au piano? Quel style de musique? Comme pour les cépages, hein, c'est de tout. Hein. Ça va du jazz au classique? De John Lennon, ça va du classique, de Chopin à Eddie Mitchell. C'est vraiment très, 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 très varié. Encore un leitmotiv de ta personnalité, on dirait bien. Toujours aller un peu à droite, à gauche, chercher... Et surtout se faire plaisir, j'ai l'impression. C'est quand même une récurrente. Donc on ne peut pas travailler jusqu'à 69 ans comme je le fais. Donc comme j'ai commencé à 16 ans, donc voilà, ça fait quand même beaucoup d'années que je travaille. Avec tous les jours, en se levant tous les jours avec l'envie et en se couchant tous les soirs avec la satisfaction, s'il n'y a pas l'envie et la passion. Hein. Et justement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, des fois, ici, c'est une carrière très longue, plus de 40 ans, mais l'envie, la passion, évidemment, elle est là chez les entrepreneurs. Mais parfois, il y a quand même des coups de mou, non? On a des jours plus difficiles, hein, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr, mais toujours l'envie de se dépasser. Donc, pas plus tard que ce matin, voilà, j'ai eu une matinée difficile. Et puis, je prends ça, je prends du recul, les problèmes, les solutions. Et après, on est tellement heureux de se dire, voilà, j'en parle parfois avec des collaborateurs, des collaboratrices. On se dit, on regarde derrière, il y a un an, on était là. On a traversé des périodes difficiles parce qu'évidemment, 9 magasins, c'est chez Blanche vit 24 heures sur 24, 365 jours par an, hein, puisqu'il y a des boulangers de jour, des boulangers de nuit, des pâtissiers de jour, les pâtissiers de nuit, il y a les livreurs qui font un métier très difficile tous les jours à 1h du matin, puisque le défi, c'est que 6 jours sur 7, chez Blanche, les 9 magasins s'ouvrent à 7h du matin avec la marchandise qui est présente, qui est rangée et qui est la plus fraîche possible. Et une vendeuse qui vous offre un sourire. C'est énorme comme défi. Ça demande une logistique terrible, en fait. Mais colossale. Hein. Et donc, ça veut dire beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais on ne peut y arriver que si on a des gens qui sont motivés et qui ont conscience de la responsabilité, parce que c'est une responsabilité, évidemment. Hein. Et ça ne tombe pas évidemment du ciel, c'est toute une philosophie d'entreprise que nous avons bâtie et à laquelle nous travaillons tous les jours. Bien. Eh bien, je pense qu'on peut dire qu'on arrive au terme de cette interview. Il me reste une question à te poser qui est la même pour tout le monde. Qui tu voudrais entendre à ta place dans Raconte? Évidemment, quelqu'un de passionné, quelqu'un dont je pourrais apprendre des choses, et parfois des gens qu'on connaît ou qu'on croit connaître. Et donc, je dirais Amélie Nothomb. Hein, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer quelques fois, mais je la connais tellement peu que j'aimerais qu'elle soit à ma place. Eh bien, l'invitation est lancée, je dirais. Merci Jean Gader. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Merci pour votre écoute. Retrouvez nos photographies et écrits sur raconte.media ainsi que sur nos réseaux sociaux. Raconte est une création originale d'Anthony Dehaye et Michel Bourgeois, du studio DB Création, spécialisé en design de marque et photographie. Vous avez apprécié cette rencontre ? Partagez-la sur vos réseaux sociaux et laissez-nous une note sur votre plateforme préférée. Cela contribue réellement à la visibilité de Raconte. Une suggestion d'invité ? Écrivez-nous.